Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Jimmy J, comment ça va la famille? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui se connectent sur mon live. Je suis Boakwasi Asirifix et aujourd'hui je vais vous parler de certaines choses très importantes pour nos enfants, pour notre jeunesse, qui sont le pilier de tout, du moins qui sont le socle de tout le travail que personnellement moi je fais depuis des années sur les réseaux sociaux. Parce que je souhaite vraiment que les jeunes, la jeunesse puisse comprendre vraiment ce qui se passe en Afrique et qu'ils puissent éviter les pièges dans lesquels leurs grands-pères, arrière-grands-pères, tous leurs parents sont tombés, dans lesquels ils sont tombés. Mireille Yao, bonjour, mes respects à toi. Liberté d'Afrique, bonjour, bonjour à vous. Ok. Merci et big up à Diokwe, à toute ma famille de Diokwe. Big up, big up, big up, big up. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, c'est très important. Et surtout, si vous avez des jeunes à côté de vous, prenez un stylo, si vous pouvez, avec une feuille, quelque chose, un calepin, pour noter quelques faits que je vais énumérer ici aujourd'hui, afin que vous puissiez faire des recherches dessus, et puis éventuellement, mieux vous rappeler de ce qui s'est passé sur la vidéo, et en faire un exposé à vos enfants, ou bien à vos jeunes frères, en tout cas tous ceux qui sont jeunes, parce que ce sont eux qui sont l'avenir de l'Afrique, notre avenir, et il est important qu'ils puissent vraiment comprendre tout ce qui se passe actuellement et qu'ils puissent, après la victoire qui est garantie que nous allons avoir, hériter de terres et d'un pays, d'un continent qui sera ouvert dans leurs mains. Donc il va falloir qu'ils soient au courant des choses, au fait de tout ce qui se passe dans le monde, afin qu'ils puissent défendre bec et ongle ce territoire. Donc il est important que vous puissiez leur expliquer, parce que vraiment, on voit beaucoup de vidéos, on voit beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux sociaux, mais il y en a très peu qui expliquent vraiment avec des mots simples, avec des exemples clairs, précis, vraiment ce qui est en train de se passer. Ce qui fait que beaucoup de jeunes se désintéressent de la politique, beaucoup de jeunes se désintéressent de tout ce qui se passe, et à la fin, ils sont toujours surpris. À la fin, ils sont toujours écrasés, ils sont toujours dominés, ils sont toujours dans la misère, dans la pauvreté, alors que normalement, ils ne devraient pas, ça ne devrait pas être le cas. Vous voyez? Donc, il est important de pouvoir travailler de cette façon-là, afin qu'ils puissent être branchés, ils puissent être au courant. Alors, j'ai mis en titre de la vidéo, parce que les algorithmes de Facebook, il y a des mots qu'ils ne supportent pas. Donc, j'ai bricolé un peu le titre, mais en fait, le fond de la pensée de mon titre voulait dire la fin la plus horrible qu'on peut avoir sur cette terre, c'est la honte. Le jour de ton dernier jour, là. Ressentir le sentiment de la honte. Ressentir le sentiment, l'émotion de la honte. Parce que tu sais que tu as fait le mal. Tu sais que tu as fait des choses mauvaises. Tu sais que tu as volé, tu as triché, tu as fait des choses qui sont sales. Et puis maintenant, tu vis tes derniers instants. Et maintenant, à ce moment-là, tu te rappelles que peut-être, pour ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui existe, et que où tu vas aller là, après ton dernier souffle, tu vas aller régler des comptes là-bas. Ce phénomène-là. Quand tu es en bonne santé, quand tu es en vie, tu es bien, on n'y pense pas souvent. Mais quand tu es malade, quand tu ne te sens pas bien, ou bien quand tu es conscient, vraiment conscient, profondément conscient, tu te rends compte que, vaut mieux le dernier jour de ma vie que je parte le cœur léger, tranquille et satisfait de mes actions que j'ai faites sur cette terre, pour que, en partant de l'autre côté, je n'ai rien à me reprocher. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce sentiment-là, vraiment, quand tu sais que tu t'en vas alors que tu as fait de sales choses, tu en es conscient, tu le sais très bien, c'est là que tu es perturbé. Mais c'est trop tard, mais c'est une fin qui est horrible. Parce que
les gens s'accrochent à la vie. Ils s'accrochent à ce dernier instant-là pour essayer de réparer, pour essayer de faire quelque chose, d'où la confession, toutes ces choses-là, mais la plupart du temps, c'est trop tard. C'est le titre de la vidéo et je vais parler maintenant à la jeunesse avec des faits par rapport à certaines choses, surtout sur le plan de la symbolique qui explique tout ce qui se passe actuellement. Alors, actuellement, nous sommes en train d'assister à une sorte de fin d'un monde. C'est-à-dire, le monde occidental depuis la Seconde Guerre mondiale, la façon dont ils l'ont organisé, la façon dont ils l'ont préparé, la façon dont ils ont commencé à le mettre en œuvre, ils l'ont fait sans trop réfléchir aux conséquences des actes qu'ils allaient poser. Et là, en l'occurrence, je parle de la France, je parle des gouvernants français, depuis le général de Gaulle jusqu'à Macron. Tout ce que ces présidents, non, eux c'était les présidents, tout ce que ces présidents ont fait pour leur pays, la France, et pour eux c'est normal. Pour eux c'est normal parce que il fallait que le peuple français vive bien, le peuple français soit bien. Ben Yao, respect à toi, Yao Yao, triple tep. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais en ce qui concerne le continent africain, en ce qui nous concerne, nous, Africains, leurs actions ont été très malsaines envers nos populations africaines, envers nos ancêtres, envers nos gens qui ont vécu avant nous et surtout qui ont vécu tout ce qui est esclavage, travaux forcés, colonisation et après la colonisation, oui c'est ça, post-colonisation. Et je vous en parle maintenant parce que on voit beaucoup en Afrique des gens, malheureusement, qui vont à l'église, qui vont à la mosquée, qui prient beaucoup, qui sont très religieux, mais qui ne sont pas des croyants en réalité. Ce sont des gens qui sont religieux, mais sincèrement, au plus profond d'eux, ils ne croient pas. Ils espèrent. Il y a une grande nuance. Il y a une très grande nuance entre croire et puis espérer. Mais ce n'est pas ça le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la honte à la fin de tout ce qu'on fait quand on fait les choses de façon injuste et mal, surtout aux innocents. Vous savez, l'esprit agit. Derrière chaque être humain, il y a village. C'est-à-dire les esprits de tous ceux qui sont partis avant la personne qui est là devant vous. Et il y a des esprits bons, il y a des esprits mauvais. Mais une chose est certaine, c'est que la justice, elle s'applique toujours. Que ce soit dans le monde physique, comme dans le monde invisible. La justice s'applique toujours. Je parle de la justice divine, la justice céleste. La justice qui est une norme de la vie. Gadji Aline, bonjour, triple tape à toi. Sacha Bazaï, bonjour, 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 merci. Et il est important que je vous parle de ce socle spirituel au départ de ma vidéo pour que beaucoup puissent comprendre la suite des événements que je vais énumérer. Et éventuellement, ce qui arrive à ces gens qui ont fait tout ça. Vous voyez, au début de cette histoire des indépendances africaines, après la colonisation et tout ça, le général de Gaulle, j'ai dit, prenez des notes pour vos enfants, s'il vous plaît, pour bien leur expliquer la situation, et vous verrez à la fin où je veux en venir, et surtout comment ça va transformer vos enfants en personnes intelligentes, en personnes qui vont vraiment comprendre les enjeux africains et qui ne vont plus jamais se laisser faire par qui que ce soit. Au contraire, ils deviendront encore meilleurs que nous dans le combat que nous sommes en train de mener. Donc c'est important de noter et d'expliquer ça à notre jeunesse africaine. Voilà. Donc je repars sur le général de Gaulle, qui est un héros français par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, qui a combattu, qui a fait ce qu'il faut pour son pays.
Et une fois qu'il a été à la tête de son pays, a décidé de faire des colonies françaises en Afrique, ça réserve ce qu'il veut. Il y a même une vidéo en noir et blanc qui circule sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Si vous tapez Général de Gaulle et les intérêts français, vous allez voir tout ce que le général de Gaulle lui-même dit. Et dans la vidéo, il dit que tout ce qui est en Afrique, tout ce qui est dans le sous-sol africain, tout ce qui est au-dessus, tout ce qu'on va découvrir plus tard, bien quoi, ça appartient à la France. C'est ce que de Gaulle disait au départ. Et quand il a signé ces fameuses indépendances et tout ça de l'Afrique, il a manipulé beaucoup de nos chefs d'État africains avant de leur accorder cette pseudo-indépendance. Avec, à la clé, c'est-à-dire en contrebalance, des accords, des soi-disant accords, alors qu'en fait, ce n'était pas des accords, parce qu'ils appellent ça accords, eux. Ce n'était pas les accords, c'était des injonctions. Il faut dire les choses clairement comme elles sont. Ce n'était pas des accords. L'accord, c'est pour faire joli sur papier par rapport à l'histoire. Parce que quand on en parle comme ça, on vous dit des accords. Il y a des gens qui vont dire, ah, si c'est accord, ça veut dire qu'on était d'accord. Alors que ce n'est pas le cas, c'était des injonctions. Tu veux ta soi-disant, comment on dit ça, indépendance politique, mais en échange, tu signes les papiers qu'on te donne. C'est-à-dire que toutes tes richesses, on prend. L'armée, on te surveille, on forme tes gens, ton économie, c'est nous, on gère, tout, c'est nous, on fait tout. Et toi, maintenant, tu n'es qu'un administrateur, en fait. Voilà ce que le général de Gaulle a fait à Houphouët-Boigny, par exemple. Puisqu'aujourd'hui, je parle de la Côte d'Ivoire, voilà ce que le général de Gaulle a fait à Félix Houphouët-Boigny, à l'époque. Et Félix Houphouët-Boigny, qui était un personnage quand même très intelligent, Gérald Divihoudi, big up à toi, bonjour, merci. Il est important, il faut noter pour la jeunesse, c'est très important qu'ils comprennent ce qui se passe. Et surtout ce qui s'est passé. Alors, le général de Gaulle qui fait ses affaires et qui décide que la France doit prendre tout ça en Afrique en échange de l'indépendance politique africaine, le papier est signé, les gars ont leur indépendance, nous on fait notre indépendance en griffe. Jusque tous les 7 août, on est content, on est bien heureux, on fait les défilés, tout ça. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que on n'a jamais été indépendant. Ça, on le dit depuis longtemps, mais les enfants ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'on veut dire par là. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer ça. Et surtout, le pourquoi du comment. Et d'où vient le problème, parce que la finalité, là, c'est que nous, on n'est pas encore développé. 65 ans ou 70 ans après, on n'est pas encore développé en Afrique. Et surtout, on continue de souffrir. Malgré toutes les richesses, malgré tout ce qu'on a, on continue de souffrir. C'est difficile. Et beaucoup des jeunes qui vont regarder cette vidéo rêvent de partir de la Côte d'Ivoire, rêvent de partir de l'Afrique pour aller se chercher à l'étranger. Vous voyez? Donc, il est important d'expliquer pourquoi la situation elle est comme ça. Ce n'est pas une fatalité. Les jeunes, ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire ce n'est pas écrit dans le ciel que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains doivent souffrir sur la terre d'Afrique parce qu'ils sont maudits. Non, pas du tout, c'est pas vrai. C'est une volonté politique pour utiliser, vous les jeunes, pour vous utiliser comme de la main d'œuvre. Parce que les vraies richesses, c'est la main d'œuvre qu'il a créée. Tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux avoir tout le pétrole du monde, tu peux avoir toutes les usines du monde. Mais si tu n'as pas la main d'œuvre pour faire tourner tout ça, tu ne crées aucune richesse. Mais quand il y a des êtres humains qui viennent, qui travaillent dans tout ce secteur-là, c'est ça qui fait que la production sort et les gens vendent. Vous comprenez? Donc voilà déjà la base de ce que je vais vous développer aujourd'hui. Pépin Dikalo, comment tu vas le grand-eau? Big up à toi. Donc, tu as introduit même un peu ce dont je vais parler en parlant de nos frères noirs au pouvoir en ce moment sont fous. Voilà. C'est pas depuis, il y a longtemps qu'il y en a beaucoup qui étaient bizarres, mais par contre, Houphouët-Boigny, ça vraiment, je vais jamais le vilipender parce qu'il a fait ce qu'il a pu à son époque avec ce qu'il avait.
Même s'il fallait de temps en temps laisser passer des choses qui ont fait du mal à nos voisins, à des gens et tout ça, mais le plus important, c'est qu'Houphouët-Boigny a cherché à créer une jeunesse intelligente, forte, qui allait venir faire mieux que lui demain. C'est pour ça qu'il a fait toutes ces grandes écoles et toutes ces choses-là. Voilà. Donc, Houphouët-Boigny, quelque part, il a essayé de faire quelque chose. Mais quand ça a commencé avec le général de Gaulle, Houphouët-Boigny avait un peu les coudées franches et il avait une petite liberté pour commencer à construire des choses. Et c'est là qu'il a commencé à bâtir Abidjan, le plateau, Treichville et toutes ces choses-là jusqu'à la Riviera dans les années 80 où la Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'elle avait très peu d'argent par rapport à ce qu'elle générait pour pouvoir développer la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire devenait un exemple en Afrique et surtout un sujet d'étonnement pour beaucoup de personnes de l'extérieur qui voyaient que il y a un petit pays en Afrique là qui commence à se développer. Vous comprenez? Donc, le général de Gaulle, il est parti avant Houphouët-Boigny et il a été remplacé par Pompidou, je crois. Et après Pompidou, il y a eu Giscard d'Estaing qui est venu, lui, par contre, il est venu à Abidjan. Quand il a vu le palais de Yamoussoukro, il a vu toutes ces choses, ces écoles que Houphouët-Boigny avait construites, il a été offusqué. Parce qu'il s'est dit, mais ces gars-là, vraiment, avec le cacao et le café seulement, ils font tout ça. Je pense que si jamais ces gens se développent, demain, ils peuvent devenir un problème pour nous. Puisque nous avons l'habitude de prendre tout ce qu'ils ont comme richesse ici. Si demain ils deviennent forts, ça va être un problème pour nous, on ne pourra plus venir prendre les choses comme on veut. Donc, il faut arrêter ce développement-là. Et c'est à partir de Giscard d'Estaing que les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé, en fait. Où, quand on vendait le café et le cacao, qui nous rapportaient une certaine somme d'argent, qui nous permettait de nous développer, ils ont inventé avec le Club de Londres, la Bourse de Londres et tout ça, puisque c'est eux qui décidaient du prix, un problème mondial avec la crise du pétrole mondial à l'époque de l'Iran, les histoires d'Iran, Irak et tout ça là, ils ont créé quelque chose en tout cas qui a automatiquement fait baisser le prix du café et du cacao surtout. Donc ça fait que l'argent qui rentrait dans les caisses de la Côte d'Ivoire ont diminué et ça a commencé maintenant à freiner le travail du Houphouët-Boigny. En plus que la population augmentait, donc ça a créé nos problèmes. Ça j'en ai parlé dans la vidéo la dernière fois. Et ça s'est terminé avec Mitterrand par une trahison, encore, parce que De Gaulle, il a trahi Houphouët, Giscard, il a trahi Houphouët, Mitterrand, il a trahi Houphouët aussi, et avec à la Baule, quand il a dit oui, il faut le multipartisme et tout ça, Houphouët vraiment s'est senti humilié, s'est senti blessé, et avec l'âge aussi, et la maladie, sa mort a été un peu précipitée, et le personnage qui était déjà à l'époque, qui a apparu à une période où la Côte d'Ivoire commençait à sombrer et à une époque où les Ivoiriens ont vraiment commencé à avoir la galère en face, c'est là qu'on a eu l'apparition de Alassane Dramane Ouattara dans les environs de la Côte d'Ivoire, dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Il était supposé venir faire en sorte que l'économie ivoirienne soit redressée. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce qui s'est passé, c'est que l'économie de la Côte d'Ivoire n'avait pas bougé d'un iota malgré la dévaluation qui était supposée relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien eu de tout ça, c'était de la foutaise, c'était de la merde, c'était du n'importe quoi. Et finalement, la Côte d'Ivoire a commencé à plonger chaque jour dans les problèmes jusqu'à ce que les premiers soubresauts de violence vraiment populaires, étrange qu'on n'avait pas vu depuis les années du PDCI avant, avec les maris corées qui manifestaient pour délivrer faire sortir leur mari de prison là. Mais c'était pour la première fois des choses qui commençaient à devenir un peu bizarres, malgré le fait qu'il y a eu le 108 et toutes ces choses là bien avant. Bijem Boni, je suis au serré mon frère, comment tu vas? Et c'est là que la Côte d'Ivoire a commencé à sentir les vrais problèmes, vous voyez. Et ça a été vraiment difficile pour les Ivoiriens à cette époque. Mais quelque part, les gens arrivaient quand même à survivre.
Les gens se débrouillaient tant bien que mal et les gens arrivaient à survivre. Et il y a eu la période de multipartisme avec les manifestations pour essayer de changer le processus électoral, toutes ces choses-là. Mais quelque part dans la tête de tous les Ivoiriens, bon, c'est vrai, ça bousculait un peu, mais la première fois qu'on a vu les manifestants se faire réprimander dans la rue violemment par l'armée, par la gendarmerie, tout ça, c'est sous le magistère de Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Et ça a commencé à mettre maintenant la peur dans le cœur de certains, mais comme les gens étaient quand même assez courageux à cette époque-là, les gens faisaient quand même ce qu'ils avaient à faire jusqu'au boycott actif et toutes ces choses-là. Mais où je veux en venir? Je vous ai dit qu'il faut faire attention aux symboles. Il faut faire très attention aux symboles. Les enfants, faites attention aux symboles. Tout est représenté, tout ce qui se passe dans le monde là. Il y a toujours un symbole qui représente quelque chose et qui, après, dans la réalité, dans le physique, ça se constate. Je vous ai parlé des présidents français qui ont continué la politique de la 5e République du général de Gaulle avec l'Afrique, qui ont pris l'Afrique toujours, comme le général de Gaulle l'a dit, pour leur grenier, pour leurs réserves, pour leurs trucs. Mais malheureusement, cette politique a appauvri les pays africains, a appauvri la Côte d'Ivoire en particulier, parce que le potentiel de la Côte d'Ivoire était tellement puissant qu'on l'a comparé à la Corée du Sud. Mais pour vous dire que tout l'argent qui devait être généré en Côte d'Ivoire n'a pas pu être fait parce que les gens ne voulaient pas que ça se passe comme ça. Parce que si la Côte d'Ivoire devient riche et indépendante, ça n'arrange pas les intérêts de Paris et des gouvernants français. Donc tous les gouvernants français, depuis De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, ça a toujours été la même politique, la même façon de voir les choses, mais avec des mots différents, avec des processus différents, avec des choses différentes. Donc, différentes, pardon. Et les gars, en fait, qu'est-ce qu'ils se disaient dans leur tête? Je vais vous dire, hein, les jeunes, écoutez bien, ces gens à l'Élysée, là, je dis bien les gens de l'Élysée, les gouvernants français, ils se disent et ils vont toujours se dire que si l'Afrique se construit, si l'Afrique devient forte économiquement et automatiquement sur le plan de la défense, ils deviennent forts, nous les Occidentaux, nous les Européens, on va devenir faibles, on va devenir pauvres. Parce que ce qui nous permet de nous enrichir, les matières premières, toutes ces choses-là viennent d'Afrique, qu'on achète à des petits prix, à des sommes modiques. Et maintenant, nous, quand on a ça, on transforme ça avec nos usines et tout ça, et on lui donne de la plus-value, on donne du travail à nos populations, et on donne de l'argent parce qu'on revend ce qu'on a pris à vil prix, à un prix quand même intéressant, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'argent et on peut développer notre pays comme on veut. On peut acheter tout le dernier métro, on peut changer les rues comme on veut chaque été, on fait des constructions, on peut construire des belles écoles, des universités, on peut construire des centrales nucléaires, on peut faire plein de choses, aller dans l'espace, financer la science, on peut faire beaucoup de choses avec l'argent qu'on génère chez nous. Vous comprenez? Mais en Afrique, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut qu'on fasse semblant de faire croire aux gens qu'on est humaniste, qu'on aime tout le monde, qu'on est pour la justice. On veut que l'Afrique se développe. Donc, on va donner des aides à l'Afrique. On va le dire dans les journaux télévisés. On va le dire partout dans les médias pour que quand les enfants entendent « Ah, l'aide à l'Afrique. Ah, on aide l'Afrique. Ah, on aide l'Afrique. » Sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, à la fin, ça devient dans l'esprit des jeunes Africains que nous là même, si la France ne nous aide pas, on est foutus. Hein. Si nous là, les gens là ne nous aident plus, c'est fini. Et tout le monde dans leur tête commence à penser que si l'aide ne vient pas de quelque part, l'Afrique ne peut rien faire. On n'est rien, on ne peut rien et on n'ira nulle part. Et ça rentre dans la tête même des gens et ces gens, ils y croient tellement que finalement, ils s'asseyent et puis ils attendent l'aide du blanc. Ils attendent l'aide du colon pour pouvoir bouger, faire quelque chose. Parce que eux-mêmes là, ils ne savent pas qu'ils marchent sur l'or, sur le diamant, sur toutes ces choses. Ils se disent même que non, nous on est trop bêtes pour savoir, pour trouver la technologie pour transformer notre or. On est trop bêtes pour puiser notre pétrole dans le sous-sol, pour faire que non, on ne peut pas, et on a besoin des gens. On est trop bêtes pour faire toutes ces choses que
on fait dans les mêmes écoles, les études là, on fait dans les mêmes écoles que les gens là, partout dans le monde où on est même meilleur à eux. Bonjour esprit, comment tu vas? Vous voyez, non? Donc, les gars finissent par se contenter de ça et ils s'asseyent et ils dorment, ils font rien. Parce que quand ils sont au pouvoir, ce genre d'individus-là, quand ils sont au pouvoir, on leur donne des petits privilèges, on leur permet de maltraiter leur population comme ils veulent faire tout ce qu'ils veulent, tant que le système que De Gaulle a mis en place depuis le début fonctionne correctement. Tant que tu fais ça, tu prends le téléphone quand on t'appelle et puis on te dit que le puits de pétrole qui est dans la mer, dans tel coin, c'est nous on prend, c'est nous on fait ça avec, on fait ce qu'on veut. La mine d'or qui est dans tel coin là-bas, tout le village autour, la chasser-les, c'est nous on vient mettre notre société, on prend ce qu'on veut. Tant que les gars acceptent tout ce genre de choses, l'eau, l'électricité, le téléphone, toutes ces choses-là, tant que eux, ils maîtrisent ça et que ça leur permet d'engranger beaucoup d'argent chez eux en France, les gars, ils le feront. Donc, l'individu qui est au pouvoir, qui va accepter de marcher comme ça, il n'a rien à craindre. S'il faut qu'il reste 40 ans au pouvoir, il y restera. S'il faut qu'il reste, je ne sais pas combien de temps au pouvoir, il y restera. Et Houphouët-Boigny, au début, quand il a accepté ce business, mais en même temps, de côté, il formait les Ivoiriens pour devenir des gens intellectuels, des gens intelligents, des gens forts en affaires, à côté, il acceptait quand même les choses des gens, mais il avait aussi une grande intelligence qui faisait que même les gens qui donnaient les ordres, là, ils le craignaient un peu quand même. Il lui demandait des conseils, il lui concédait certaines choses. Mais quelque part, c'était pas la liberté, la souveraineté totale quand même. Mais malgré ça, Houphouët-Boigny est resté longtemps jusqu'à ce qu'il soit... Attends... Ah ok, merci Esprit Séméné, c'est exactement ça. Donc, jusqu'à ce que Houphouët soit faible, parce que souvent les gens là c'est des traîtres, les gens là c'est des lâches, ils s'attaquent pas frontalement à quelqu'un qui est fort, ils attendent d'abord, comme les hyènes là, quand tu commences à être faible, machin, truc, c'est là, ben là ils viennent en groupe et puis, et c'est ce qu'ils ont fait à Houphouët-Boigny. Ils ont attendu qu'Houphouët-Boigny soit malade, affaibli, pour mettre Ouattara là, pour qu'il accepte. Parce que c'est le Fonds monétaire international et tous ces gens-là qui ont mis ça en marche. Kodia Daniel pose une question, dit exactement, Awadomelo l'a dit dans une vidéo récente que j'ai vue sur YouTube. Ils veulent qu'on soit toujours ignorants afin qu'ils continuent de nous piller pour maintenir le développement chez... Exactement. 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 C'est ça, madame. C'est exactement ça. Donc, je disais que ils attendent quand tu es faible et puis maintenant, ils te mettent maintenant un poison à côté de toi, un cancer à côté de toi, qui vient finir le travail, qui vient t'achever. Et bizarrement, quand Alassane Ouattara est arrivé à côté d'Houphouët-Boigny, ça n'a même pas duré, Houphouët-Boigny est parti. Vous êtes d'accord avec moi? Et dès qu'Houphouët-Boigny est parti, Bédié, maintenant qui devait s'occuper par rapport à la constitution de la suite du pouvoir, a commencé déjà à avoir les frictions avec Alassane Ouattara. Et Alassane Draman Ouattara, lui, il a commencé à se jouer les victimes. Il a pris son avion, il est parti s'asseoir chez les Blancs là-bas, comme nous on est. Et puis il a commencé maintenant à bien concocter son retour avec ses gens, avec ses mandants. Les gars avaient déjà préparé tout, ils ont bien fait les choses pour pouvoir revenir en force demain jusqu'au coup d'État de 99. Vous comprenez? Donc, les gars, ils ne veulent pas que l'Afrique se construise. Ils ne veulent pas que les Africains puissent avoir la paix et puissent se développer normalement par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Parce que si ça se passe comme ça, eux, ils n'auront plus accès facilement, librement, tranquillement aux matières premières dont ils ont absolument besoin pour se développer. Est-ce que vous comprenez ça, les jeunes? Est-ce que je peux avoir un retour, s'il vous plaît, de un ou deux internautes afin qu'on puisse continuer tranquillement? Parce que ce schéma-là, il faut que les gens comprennent. Il faut que la jeunesse comprenne. Parce que les gens qui sont âgés ici, je sais qu'ils comprennent, ils sont intelligents, ils savent. Mais les jeunes qui sont derrière, c'est pour eux qu'on fait ces vidéos-là. Parce que ces vidéos restent. Quand on les enregistre, on les fait écouter aux jeunes, il y en a beaucoup qui comprennent et maintenant, après, ils font ce qu'ils ont à faire, en fait, pour ne plus que ça arrive. Donc, est-ce que je peux avoir un commentaire qui va me dire que oui, jusque-là, c'est bien, le schéma est bien expliqué. Les Occidentaux
ne veulent pas, dans leur fort intérieur, ils ne le diront jamais ouvertement, mais ils ne veulent pas dans leur fort intérieur que l'Afrique se développe, que l'Afrique ait des usines, tout ce genre de choses-là, pour que l'Afrique devienne autonome, parce que si on est autonome, eh ben, nos matières premières, on va refuser de les donner gratuitement, on va refuser de les donner à de vils prix. Parce que si on est autonome, ça veut dire qu'on a une armée, on a une défense, on a des choses pour pouvoir nous défendre si jamais quelqu'un veut venir voler chez nous. Donc si tu es autonome, automatiquement, celui qui avait l'habitude de profiter de tes richesses ne peut plus. Et s'il ne peut plus, il est en colère, il est fâché. Vous comprenez? Est-ce que l'explication là est claire? Parce que c'est l'explication la plus simple qu'on peut donner au sous-développement de l'Afrique. C'est l'explication la plus simple qu'on peut donner au sous-développement de l'Afrique actuellement. On est d'accord les frères et sœurs? Est-ce qu'on est d'accord s'il vous plaît? Je sais qu'il y a 2 personnes qui me regardent, qui m'écoutent, mais les 2 personnes, est-ce que c'est ce que le chiffre de Facebook me donne hein? Après combien de temps, 31 minutes de live, on me dit qu'il y a 2 personnes qui me regardent. Mais c'est les algorithmes, c'est pas grave. La maladie de tous nos présidents est programmée d'avance. Ils veulent qu'on s'entretue pour soi-disant nous secourir. Non, grand frère Pépin, j'ai posé une question. Est-ce que l'explication de pourquoi l'Afrique n'est pas développée là, est-ce que c'est clair? Cette explication est claire. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se posent la question, pourquoi on n'est pas développé, pourquoi chez nous c'est pas chic comme chez les Blancs, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on est pauvre, pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est dur. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes, pour qu'ils comprennent. Est-ce que quelqu'un peut me répondre en commentaire s'il vous plaît? Pourquoi l'Afrique est toujours sous-développée? C'est parce que l'occidental, les occidentaux ne veulent pas que le continent africain soit développé parce que quand il n'est pas développé, il est toujours dépendant de tout ce que l'occidental lui propose à vendre et l'occidental aussi prend ce dont il a besoin puisqu'il a la force, il prend de force ce qu'il veut pour pouvoir lui s'enrichir. Donc c'est tout, ne cherchez pas loin, c'est comme ça se passe. Mais le problème c'est quoi? C'est que tout à l'heure au début de la vidéo, je vous ai parlé d'esprit. Parce que derrière chaque être humain, il y a un esprit et les esprits sont impitoyables. Quand tu fais souffrir quelqu'un, tu fais souffrir des innocents, tu fais souffrir des gens qui perdent leur vie sous la base de l'injustice et toutes ces choses-là. Mon ami, tu vas payer. Merci, Kodia Daniel. Merci. Tu fais du mal. Tu vas payer. C'est la loi, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide. C'est juste une loi, c'est comme ça. Et je vais vous expliquer aujourd'hui, simplement, hein, et factuellement, pourquoi l'Occident va tomber. L'Occident, ils vont payer et ils sont en train de tomber d'ailleurs. Ils se débattent comme ils peuvent, malgré toutes les ressources, l'argent, tout ce qu'ils ont. Actuellement, ils sont sur la pente raide. Quand vous voyez le désordre politique et social en France, par exemple, où les politiciens sont en train de se détruire chaque jour. Vous allumez la télévision des informations, vous allez voir, hier ou bien avant-hier, Marine Le Pen, elle interdit de se présenter aux élections par rapport à une histoire, un bisbis qui se fait depuis très longtemps. Hein. Mais comme par hasard, avant-hier, là, ils ont trouvé le moyen de la condamner pour la bloquer. Mélenchon, lui aussi, il est bloqué. Les gars, maintenant, ils voulaient faire tomber le gouvernement de Bayrou avant-hier. Marine Le Pen n'a pas voulu parce qu'elle s'est dit que si jamais je fais en sorte que le gouvernement ne tombe pas, moi, ils vont me sauver au niveau de la justice. Elle n'a pas fait tomber le gouvernement de Bayrou et Macron, par derrière, avec la justice, ils ont bien niqué Marine Le Pen. Aujourd'hui, maintenant, elle est là, ce qu'elle craignait, elle l'a eu quand même, et les gars, ils sont au pouvoir tranquillement, puis ils continuent d'avancer au calme. Maintenant, est-ce qu'elle pourra retourner vers Mélenchon pour dire, mettons-nous ensemble pour faire tomber le gouvernement? Mélenchon, lui, ils se sont moqués d'elle à l'Assemblée nationale pour dire, voilà, on t'avait dit non. Voilà maintenant, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. Donc vous voyez, il y a un mélangement dans leur truc là, on les regarde et puis ça fait pitié et ça fait honte en même temps.
Parce que le grand pays qu'on appelle la France aujourd'hui est humilié à la face du monde parce que les gens ne sont pas capables de s'entendre, ne sont pas capables de se comprendre, ne sont pas capables de faire en sorte que les choses reviennent comme avant. Mais il y a une raison. Croyez-moi, tout ce désordre ne se fait pas comme ça au hasard. Il y a une raison. Tout le mal que ces gens ont fait aux Africains. Et moi, je le dis vraiment sans... Parce que c'est une loi, c'est comme ça. Tout le mal que c'est les injustices que ces gens ont fait aux Africains toutes ces années, tout ce temps-là. Un jour ou l'autre, tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Et je pars encore sur le plan de la symbolique, les frères et sœurs. La symbolique. Pour beaucoup qui se souviennent de... On est sur la base de la symbolique là. Hein. Ceux qui se souviennent du colonel Kadhafi. Ceux qui se souviennent du colonel Kadhafi qui a été assassiné en 2011, il y a eu des raisons. Le colonel Kadhafi voulait absolument que l'Afrique, je parle encore de symbolique, le colonel Kadhafi voulait que l'Afrique s'unisse, vous voyez. Le colonel Kadhafi, il voulait que l'Afrique s'unisse et il avait commencé son périple à travers toute l'Afrique, à voir tous les chefs d'État, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se mette ensemble. Moi-même, je vais financer parce que j'ai les moyens et ceci, cela. Les gars, la mayonnaise commençait à prendre. Et Nicolas Sarkozy, à l'époque, était d'accord avec Sarkozy. Il était d'accord avec Sarkozy parce que Nicolas Sarkozy, il était d'accord avec Kadhafi parce que Sarkozy voulait avoir de l'argent de Kadhafi pour pouvoir financer sa campagne présidentielle. Donc Sarkozy promet d'aider Kadhafi dans sa tâche et Kadhafi promet de donner l'argent dont Kadhafi avait besoin, Sarkozy avait besoin. Ils font le deal, c'est pour ça que vous avez vu les tentes de Kadhafi dans le champ de Mars, là, à côté de l'Élysée, ce qui a scandalisé beaucoup de Français. Parce que Kadhafi est venu avec tout son bataillon de tentes et de gardes du corps et de choses, et puis se sont installés à côté, n'ont pas voulu aller à l'hôtel. Et Sarkozy a encaissé le coup, c'est pas grave. Il a bien salué Kadhafi sur le perron de l'Élysée, on a vu la photo. Les gars étaient d'accord, ils ont signé le deal. L'Afrique va pouvoir faire... son unité, ses trucs, ça c'était dans le rêve de Kadhafi, et Sarkozy lui va avoir l'argent pour pouvoir financer sa campagne, et puis chacun est content dans son business. Mais maintenant, Kadhafi s'en va. Kadhafi arrive chez lui, il commence à faire encore ses tournées, machin, truc pour dire, ah bon, c'est bon, j'ai eu la bague de la France, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais dans son dos, Nicolas Sarkozy s'en va s'asseoir avec Hillary Clinton et puis Obama, et puis James Cameron. Et les gars, quand ils parlent dans les réunions, les gars disent à Sarkozy, mais hey Joe, toi tu t'amuses mal, hein? Si les gars, surtout Hillary Clinton et puis Obama, parce que Hillary Clinton c'est elle qui commande Obama, Hillary Clinton a dit, si les Africains ont leur monnaie unique, basée sur le stock d'or qu'ils ont, parce que eux ils ont beaucoup d'or, et on va en parler de cet or-là, mais le dollar est foutu. Parce que la monnaie africaine sera plus forte que le dollar. C'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Dites ça à vos enfants. La mort de Kadhafi, là, c'est ça la base. Si Muammar Kadhafi réussit à unifier les Africains et à faire en sorte que leur or qu'ils ont dans leur sol, ils mettent ça ensemble pour former une base afin de pouvoir créer une monnaie à partir de cette base, le dollar automatiquement chute. Et si le dollar chute, les Américains, eux, ça ne leur plaît pas. Vous comprenez? Donc, la même Hillary Clinton, on dit son nom, elle est là, elle dit pas question. James Cameron, Angleterre, moi, ma livre sterling aussi va tomber, pas question. Obama, lui, il sait que, bon, c'est le pantin de trucs. Lui aussi, bon, si Hillary a dit, c'est que, bon, c'est bon. Et Sarkozy, maintenant qui réfléchit bien, l'Europe et tout ça là, non, pas question.
Donc les gars, ils forment leur coalition, ils créent un groupe de terroristes dans la ville de Benghazi, qu'ils appellent des résistants, des rebelles. Ça vous dit quelque chose? Je reprends. Ils créent dans la ville de Benghazi, les trois là, Hillary Clinton, disons Obama, Cameron et Sarkozy, ils créent dans la ville de Benghazi, en Libye, un groupe avec des soldats mercenaires qui vont former des petits révolutionnaires ou bien des quoi qu'on appelle terroristes, des gens qui ne réfléchissent pas. Ils vont faire une bande avec les armes qui affluent, avec le renseignement militaire et tout, pour créer une rébellion en griffe alors que ce sont des terreaux, pour faire tomber le pouvoir de Kadhafi. Et puis maintenant, le relais de France 24, RFI, CNN, toutes ces chaînes de télévision, comme d'habitude, le même procédé, ils vont commencer à appeler Muammar Kadhafi dictateur. Le dictateur Kadhafi tire sur ses populations. Le dictateur Kadhafi, il ne faut pas qu'il vienne à Benghazi. Quand il n'était pas encore prêt, Kadhafi voulait bombarder Benghazi. Mais les gars qui étaient en Arabie Saoudite, les stations américaines avec les avions bombardiers, tout ça là, et les chasseurs, sont venus dans la zone de Libye pour protéger la ville de Benghazi, pour ne pas que comment il s'appelle, Kadhafi bombarde la ville et puis ils finissent avec tous les terroristes qu'on appelait rebelles à l'époque. Jusqu'à ce qu'ils aient assez d'armes, assez de munitions, assez de renseignements pour pouvoir contre-attaquer et finir avec l'armée de Kadhafi. C'est dans ça que Sarkozy a pris sa résolution à l'ONU, que oui, le même mensonge, il tire sur sa population aux mains nues, vous vous souvenez, alors qu'il y a plein d'armes là-bas. Ça rappelle un peu la Côte d'Ivoire, le même processus, hein, le même processus. Et les gars vont jusqu'à... Ils finissent par attraper Muammar Kadhafi grâce au renseignement français. Ils éliminent Muammar Kadhafi grâce aux assassins qui sont parmi les rebelles entre griffes qui avaient pour mission d'éliminer Kadhafi. Et automatiquement, sur le plan de la symbolique, Kadhafi qui représentait la liberté africaine, l'union africaine, l'unité africaine, meurt. Avec tous les projets de satellites et de monnaie et de toutes ces choses, ils ont tué dans l'œuf symboliquement l'avenir rayonnant de l'Afrique à cette époque. Est-ce que jusque-là, on se suit? Est-ce que jusque-là, on est d'accord, les frères et sœurs? Voilà, Déby, comment tu vas? J'attends un commentaire pour qu'on puisse continuer, s'il vous plaît. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Est-ce que jusque-là, on est d'accord? J'attends les commentaires. Hein. Merci, Gadji Aline, pour ton retour. Olivier Oupo, merci. On est d'accord. Donc, tout est clair, on se comprend, c'est bien clair. Donc, à partir de là, quand Kadhafi meurt, mais il y a eu Gbagbo qui a subi le même sort. Vous voyez, non? Il y a eu Gbagbo qui a subi le même sort. Les présidents qui veulent faire un peu trop la bouche, un peu trop, qui veulent être libres, là, on les casse, on les coupe, on les bombarde, on fait ce qu'on veut, soit on les élimine, si on peut, si on peut pas, on les met en prison, et puis on donne l'exemple aux autres de ne pas faire la même chose. Restez toujours soumis. Restez toujours dans le sous-développement, restez toujours des petits gens à qui on donne des ordres. Voilà ce qui s'est passé dans la symbolique avec Muammar Kadhafi et avec le président Koudou Laurent Gbagbo. La symbolique de l'Afrique qui est battue, qui est écrasée, qui est vaincue. Soit on envoie en exil, en prison, en exil, c'est pareil, à La Haye, soit tu es 6 pieds sous terre comme Kadhafi, pour les deux personnages. Et là, maintenant, les gars se disent que, on a maintenant le chemin libre pour faire tout ce qu'on veut. Mais ça ne leur suffit pas. Ils se disent que les pays africains, hein, il faut qu'on fasse, on les fait fouillasse, il faut qu'on fasse quelque chose pour vraiment les affaiblir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Après la mort de Kadhafi,
il y a des gens qu'on appelle les Peuls ou bien les Touaregs ou bien les quoi, à qui on donne des armes vraiment avec un soutien logistique et militaire pour pouvoir aller semer la terreur maintenant en Afrique, c'est-à-dire que pour freiner vraiment le développement. Parce que quand il y a la peur, il y a la terreur, on ne travaille pas. Et on trouve un prétexte maintenant pour envoyer les armées françaises et certaines européennes venir se baser sur les points les plus riches de l'Afrique, par exemple dans le Sahel, où il y a le pétrole, où il y a l'or, où il y a toutes ces choses-là. Et puis, la nuit, on fouille, on creuse avec les pelleteuses, les trucs, on prend les matières premières, on met dans l'avion. Là, maintenant, on prend ça gratuitement, puisque il y a des fameux terroristes sur le terrain qui font peur, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus rien. Donc, on est en paix pour pouvoir travailler. Et les gars, la nuit, ils prennent, ils mettent dans l'avion, ça s'en va au Touquet, ça s'en va dans leur coin à Orly, ça s'en va dans leur coin pour pouvoir fournir leurs usines et leurs trucs tranquillement. Et puis, on s'enrichit, mais les Africains, ils restent toujours dans la merde. Vous comprenez le système? On paye des pseudo-terroristes qui sont des mercenaires, en fait, qu'on paye. Il n'y a absolument rien de musulman dedans, bien de religion. Non. Les plus faciles à manipuler, ce sont les musulmans. Parce que eux, la plupart, quand ils vont dans les écoles coraniques, ils apprennent des choses par cœur, les sourates et machin, tout ça. Donc, les imams ou bien les gens qui sont supposés leur mettre des choses dans la tête, leur disent que non, c'est le djihad, c'est la guerre, tout. Donc, ceux-là, ils réfléchissent pas, ils sont gamés, ils sauront faire ce qu'ils ont à faire au nom de Allah, d'après eux. Et puis, on accuse toute une confession religieuse à cause de ces farfelus, ces idiots qui n'ont rien du tout de religieux. Mais ils sont juste des abrutis qui sont manipulés. Alors, les gars, non, Grand Bassam, c'était un montage. Kidal, oui, ça c'est vrai. Parce que c'est des gens qui étaient vraiment... Non, Grand Bassam, c'est un petit montage. C'est un truc... on en parlera une autre fois. Mais Kidal et tout ça, c'était des bases arrière pour pouvoir toujours créer la panique, la terreur. C'est tout. Et quand il y a la panique, la terreur, les armées qui sont là comme Barkhane et tous ces gars-là, la nuit, eux, leur vrai travail, c'est de prendre les matières premières puis d'envoyer ça dans les Cessna, dans les avions militaires, pour déposer là-bas pour que les gars continuent de s'enrichir. Et ils voulaient faire ça de façon permanente en faisant en sorte que ils amassaient le maximum de terreau dans plusieurs zones de l'Afrique du Sahel pour que ça devienne une grande armée en fait. Une grande armée maintenant qui allait fondre sur tous les pays africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, tous ces trucs-là. Et ils allaient en faire comme des califats façon, hein, et de business en business, puisqu'ils ont été cooptés. Les gars maintenant allaient venir se servir tranquillement chez nous. On a échappé. Hein. J'ai dit, on a échappé. Hein. Notez ce que je viens de vous dire là. Nous avons échappé grâce à l'AES, tout ça, c'est mort. Voilà pourquoi les gars en veulent à l'AES. Parce que dans leur plan, c'était mettre en sorte que les gars aient assez d'armes, assez de véhicules, assez de logistique pour fondre comme ils ont fondu, vous vous rappelez? Ils sont partis de l'Irak pour fondre sur la Syrie à une époque donnée, et c'est les Russes qui les ont arrêtés en Syrie. Mais ils avaient tout pris, ils prenaient tout, chaque jour, et puis ils montraient sur leur chaîne de télévision, oui, l'IL, comment ils disaient ça là même, l'IL, Al-Qaïda, l'IL, ils sont en train de venir, ouais, ils ont pris tel coin, ils ont pris tel coin, ils ont cassé tel truc, ils ont égorgé les gens, ils ont fait tout ça. Vous voyez, c'était juste de la propagande pour pouvoir faire peur aux gens, et laisser les gens là venir prendre le truc, et à la fin, maintenant, quand ils ont pris le terrain, c'est eux qui vendent maintenant le pétrole moins cher à ces occidentaux là. Et ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le département américain qui l'a dit avant-hier. Ils ont confessé que c'est eux qui ont formé tous ces groupes terror. Ils ont mis l'argent dedans, ils ont tout fait. Voilà. Donc, vous voyez que l'Afrique a échappé à cette invasion de terreau qui allait prendre nos pays, et puis les gars allaient maintenant être maîtres de toutes nos richesses, et qu'ils allaient donner gratuitement aux gens. Et nous, maintenant, on est faibles chez nous, on ne peut pas parler, on ne peut rien dire, on est des esclaves de ces gens-là. Jusque-là, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on se comprend, les frères et sœurs? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? J'attends les réponses et puis on va continuer. Est-ce que jusque-là, tout est clair, s'il vous plaît?
Les commentaires ne défilent pas. Hein. Il n'y a que Olivier Oupo qui a donné son dernier commentaire. Effectivement, le 13 mars 2016, Grand Bassam était une diversion. Voilà, c'est ce qu'il a mis et je ne vois pas d'autres commentaires. Est-ce que jusqu'à présent, tout est clair, s'il vous plaît? Ok, Olivier Oupo dit, jusque-là, ça va. Donc, tu pourras réexpliquer éventuellement à tes jeunes petits frères ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, qu'on n'est pas pauvre. En effet, il y a des choses qui sont faites pour qu'on croie qu'on est pauvre et que toi, dans ta tête, en tant que jeune, tu veux partir en France, tu veux partir en Angleterre, au Canada pour aller te chercher parce que chez toi, alors que c'est pas vrai. On n'est pas pauvre. On a tout chez nous. Il suffit simplement qu'il y ait une volonté politique pour pouvoir travailler et nous tous, on va manger à notre faim chez nous. On n'aura plus besoin d'aller ailleurs. C'est ça le but de ma vidéo. Donc, merci pour votre réactivité, Oupo et Maréchal. Merci, merci. Alors, si vous avez compris ça, la symbolique de Kadhafi, de l'Afrique unie, ils l'ont tué. Son corps, mais ils n'ont pas tué son esprit. Je vous ai parlé d'esprit au début de la vidéo. La symbolique de Koudou Laurent Gbagbo, ils ont essayé de le tuer, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de l'envoyer en prison pour qu'il meure là-bas, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de faire toutes sortes de choses à Gbagbo, ils n'ont pas pu. Il est revenu dans son pays et il continue au combat malgré son âge, malgré ses difficultés, malgré son état de santé et toutes ces choses-là. Il continue, il est dans le combat. Donc son esprit aussi est toujours là parce qu'il n'a pas fini sa mission. Et il doit la finir. Quand vous voyez des hommes comme ça, là, qui subissent tant de persécutions et qui sont toujours vivants, c'est qu'il y a une mission qu'ils doivent terminer. Ça, c'est les grands signes des grandes personnes. Si tu ne comprends pas, tant pis. Comme Ouattara, c'est un homme qui avait une mission à accomplir. Voilà pourquoi depuis il était toujours là, mais sa mission maintenant elle est terminée. C'est pour ça que je vous dis que Ouattara c'est fini. Draman, c'est terminé cette année 2025, là, c'est terminé. Il a fini sa mission. Sa mission à lui, c'était de chauffer le rognon de toute l'Afrique du Sahel, tous les gars du Sahel, nous Africains, pour nous rendre compte qu'en fait, on n'est pas indépendants. C'était son rôle, ça. S'il n'était pas là, on allait continuer d'être des moutons et on n'allait rien comprendre dans ce qui allait nous arriver. Mais comme Ouattara est venu, avec sa méchanceté, son désir de vengeance, sa malgouvernance, le vol et toutes ces choses-là, on s'est finalement rendu compte que, vraiment, nous Africains, on souffre. Il faut que ça change, il faut que ça cesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous faisons ces vidéos, parce que nous avons suffisamment souffert des méchancetés de ce monsieur, qui font qu'on a pris conscience et maintenant, on cherche à faire ce qui est juste, ce qui est bon. Vous comprenez? Donc, dans la symbolique, Draman représente le mal qu'il fallait qu'on ressente pour qu'on se libère, et le président Koudou Laurent Gbagbo représente le changement qu'il faut avoir, qui n'est pas parti parce que ce changement, il n'a pas encore fini, il n'a pas encore réalisé. Donc, il faut qu'il le finisse pour qu'on puisse passer à autre chose. C'est aussi simple que ça. N'allez pas chercher loin. C'est comme ça, c'est tout. C'est pas religion, hein. Je vous parle de spiritualité. Il y a à travers la symbolique, l'esprit de Kadhafi hante Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui est un président français qui se retrouve au tribunal et qui sort du tribunal avec une condamnation. Prison. Je vous parle de symbolique. Le plus haut sommet de l'État français qui est prisonnier dans sa maison en France. Il n'y a pas pire humiliation que ça pour un État. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Si Sarkozy avait eu raison sur Kadhafi, si Sarkozy avait eu raison que ce qu'il a fait là, c'était bon pour tout le monde, il n'allait jamais être humilié comme ça. Mais Sarkozy a eu tort. C'est un menteur, c'est un filou, c'est un gangster. Lui et ses camarades, James Cameron, il est parti. Obama, il a fait son travail. Il se balade là, il joue au beau gosse. Mais quelque part, il pèse rien, il ne vaut plus rien. Puis Hillary Clinton, elle est tombée malade gravement, mais elle est là. Mais bon, elle est en train de payer de façon très grave en étant humiliée par Donald Trump tous les jours. Non, Gbagbo est vivant, il ne peut pas hanter Sarko. C'est la pensée de Gbagbo qui hante Sarkozy lui-même. Sinon, Gbagbo est vivant. Vous voyez, non? Sarko, c'est lui qui a fait... Gbagbo est parti en prison. C'est lui aujourd'hui, Sarkozy, qui a un bracelet électronique et qui est humilié. Lui qui était président de la France. Mais c'est honteux. C'est honteux. Et les gens font tout pour ne pas parler de ça dans les journaux et tout ça, mais c'est honteux. Vous voyez, non? C'est très honteux.
Mais c'est son sort, on n'y peut rien. Rien ni personne ne pourra le sauver de ça. C'est fini, c'est trop tard. Cette honte-là, il aboie jusqu'à la lie et il représente l'État français qui est dans la honte, symboliquement parlant. Sarkozy est une honte pour la France, aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Hein. C'est l'affaire de Sarkozy, seulement ils ont jugé. Hein. Il y a pour nous Côte d'Ivoire là qui arrive. Vous comprenez? Exactement. Hillary Clinton les bug toute seule, mais quelque part, ce n'est que le début de sa fin. Parce qu'il y a des gens là, faut pas, ils vont partir vite. Ils doivent de leur vivant ressentir les choses jusqu'à la fin. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, on va faire un récapitulatif par rapport à tous ces présidents français qui ont trahi les Africains. De Gaulle, il a trahi Houphouët-Boigny. Giscard d'Estaing, il a trahi Bokassa, il a trahi d'autres personnes, Bongo. Mitterrand, il a trahi Houphouët-Boigny, il a trahi, comment il s'appelle Mitterrand, et il y a Dema et tous ces gars-là. Chirac, c'est pareil, mais Chirac était le plus africain d'entre eux, puisque Chirac, lui, venait à Yamoussoukro, il venait dans les villages africains pour s'imprégner de la culture africaine et tout ça. Donc, quelque part, il a eu quand même, il a été un peu blé-blé avec les présidents africains, même avec Gbagbo, il a été un peu doucement. Mais Sarkozy, lui, il a trahi Gbagbo. Les gars, oh non, ils ont fait trop de sa chose. Hollande, c'est pareil. Macron, lui, c'est même pas trahi. Lui, c'est le plus farfelu d'entre eux. Il fait n'importe quoi. Il saute dans tous les sens. Mais quelque part, grâce à lui, il y a eu l'AES. Parce que Macron, c'est un peu comme le Draman de la France. Il est venu, il a fait ses trucs, il est têtu, il fait ses trucs comme il veut, il a commencé à découvrir le pouvoir. Ah oui, je peux faire ça. Il fait, puis dans l'amusement, là, l'AES s'est constitué. Et aujourd'hui, l'AES est la pierre d'achoppement de la liberté africaine. Il est impossible pour l'AES de revenir en arrière. Et aujourd'hui, les Européens se sont rendus compte, surtout la France, que même s'ils veulent aller sur le plan militaire, aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Il leur faut quand même quelques années. Eux disent 10 ans, mais moi je pense que c'est 5 ans. Pour pouvoir avoir les armes nécessaires pour aller faire une guerre en Afrique, pour récupérer les colonies. Vous comprenez? Mais nous, pendant ce temps, merci Gadi Aline, c'était Sankara en fait pour Mitterrand. Donc, et le Rwanda, merci Gadi Aline pour Mitterrand. Donc vous voyez que sur le plan de la symbolique, à travers tous les présidents français là, qui ont fait du mal aux Africains, à travers leurs actions, ils ont fait du bien aux Français, hein. Ils ont fait du bien eux, pour le peuple français, mais pour les peuples africains, parce qu'on est des êtres humains nous tous, ils ont fait du mal. Et ça doit se payer. Ça doit se payer. Qu'on le veuille ou non, ça va se faire. Et c'est en train de se faire. Vous comprenez? Et nous, on ne fait que regarder, on est des spectateurs. On est assis, c'est pas moi qui ai fait que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale française se fait. C'est pas nous. Nous, on n'a rien fait. C'est eux-mêmes. Ils sont en train de se... Voilà. Entre eux là-bas, on les regarde. C'est le cinéma, c'est le film. Tranquille au crâne. Et ça va aller jusqu'au bout de son processus. Et je pense, moi, personnellement, que la 5e République française va s'écrouler avec Macron. Et ils vont passer peut-être à une 6e République, à autre chose, mais je ne sais pas quoi, c'est le gros flou, parce que jusqu'à présent, tout est bizarre, puisque le peuple français lui-même, il est un peu... Pour beaucoup, je m'en fous. Tant que je vais au travail, j'ai mon salaire, bon. Mais nous, on les regarde, ce n'est pas notre affaire. Nous, on n'est pas français. Oh. Donc, on ne peut pas se mêler de leur politique, on les regarde. Vous voyez? Et Nicolas Sarkozy, il a son bracelet en diamant électronique qui le fait rester dans une portion de 15, combien de mètres carrés là? Il est obligé d'être là, humilié. Bref, c'est comme ça et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Maintenant, parlons des choses positives. Ce que je viens de vous raconter, de vous dire, c'était pour vous expliquer clairement le pourquoi du comment sur le plan de la symbolique, avec le colon qui s'est mal comporté, qui a fait des trucs, et qui subit aujourd'hui le résultat de ces actions négatives qu'ils ont eu à tenir en Afrique. Et ils continuent de tomber dans leur truc, ils continuent de s'humilier entre eux, enfin bref, ça c'est leur problème.
Mais par contre, en ce qui concerne l'avenir de l'Afrique, notre avenir, nous avons aujourd'hui une opportunité de récupérer tous nos territoires, nos pays africains et de les rebâtir nous-mêmes. Avec des gens comme nous, avec des gens courageux, dignes, honnêtes, qui vont vraiment faire ce qu'il faut pour que on puisse vraiment se développer. Vous voyez, non? La cohabitation avec la France et tout ça, c'est mort, c'est fini. C'est fini aujourd'hui. Nous, on le dit ouvertement, clairement. C'est terminé. On ne peut plus rester dans ce genre de bêtises-là et puis dire que nous sommes intelligents. C'est pas possible. Tu restes dans ça, c'est que tu es bête. On coupe avec tout ça. Et c'est pas à nous de nous excuser, ou bien c'est pas à nous d'avoir un cas de conscience avec la France, parce que c'est pas nous qui avons fait du mal à la France. C'est plutôt le contraire. Quand je dis la France, je parle des gouvernants français. Donc c'est à eux de voir. Et puis moi je m'en fous. Nous on s'en fout de comment ils pensent, comment ils font truc. C'est à eux de voir et ils verront, c'est tout. Nous ce qu'on a à faire, on doit faire ce que nous devons faire pour que nos territoires, nos pays puissent connaître le bonheur comme tous les pays du monde. Et nous sommes en train de travailler pour partir chez nous, rentrer chez nous. On n'est pas là pour venir rester dans le pays des gens. On est là parce que Ouattara est en Côte d'Ivoire et qui fait chier tout son monde. Et dès qu'il dégage, nous on rentre. On rentre pour aller travailler par rapport à tout ce qu'on va vous expliquer maintenant. Parce que je pense que j'ai fait à 1 heure. Je vais essayer d'aller vite dans ce qui est en train de venir. C'est-à-dire que nous, on va rentrer dans notre pays, ou bien on va faire en sorte que des gens courageux, comme le président Koudou Laurent Gbagbo, reprennent le pouvoir et finalement installent les bases du développement de l'Afrique. Du vrai développement de l'Afrique par des Africains pour les Africains. Ah oui, 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 oui. Parce que c'est important. Et la première des choses, il faut qu'on soit solidaire dans le bien. Parce qu'il y en a qui sont solidaires dans le mal et ils font ce qu'ils ont à faire. Nous, maintenant, qui sommes solidaires qui voulons être solidaires dans le bien, là, il faut qu'on le fasse de façon claire et nette. Sans faux fuyant, sans coup de machin, non, il faut qu'on soit clair. Vous voyez, non? Oui, la récréation à la lucarne qu'occasionne l'arrivée du pouvoir du Danton. Exactement, tout est aligné, Gadialine. Tout est aligné, tout vient à point nommé. Donald Trump, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'Amérique, mais quelque part qui a un œil sur les pays où ça ne va pas, parce qu'il ne veut pas voir les étrangers des pays là venir chez lui. Donc pour ne pas qu'ils viennent chez lui, il faut que chez eux là-bas ils arrangent. Donc s'il regarde qu'il y a quelque chose qui gêne, il va aider à ce que ce qui gêne là s'en aille, et puis nous on va se débrouiller entre nous en Afrique. Voilà Donald Trump, comment il agit. C'est pas parce qu'il nous aime. Hein. Il ne nous aime pas, il n'en a rien à foutre de nous. Mais le plus important, il ne veut pas que nous, on aille remplir leurs États-Unis là-bas. Donc, pour ne pas que ça se passe, il faut absolument qu'en Afrique, il y ait des raisons de ne pas partir de l'Afrique. Donc, quelque part, pour que ces choses-là se mettent en place, il faut éliminer tous ceux qui gênent le développement des Africains. Donc, Alassane Ouattara, il est foutu. Il est dans le collimateur de Donald Trump. Tous ces gars dictateurs, machin, trucs qui ne veulent pas partir et qui font en sorte que leur population souffle, eux tous, ils vont partir. C'est que c'est irréversible. Je sais pas pourquoi les gens comptent sur Macron pour pouvoir tenir. C'est mort. C'est mort. Poutine lui-même, déjà, c'est le premier qui va enlever ces gens-là. Donald Trump s'est mis dedans aussi. Mais ça, ils ne vont jamais le dire ouvertement comme ça. Mais c'est le sort qui attend Ouattara Draman et ses sbires et tous les gars dans la sous-région qui font comme Ouattara. C'est le sort qui leur est réservé actuellement. Et ça va se faire avant 1 an. Hein. Dans les mois qui viennent, c'est ce qui va se passer pour eux. S'ils ne font pas attention. Je dis bien s'ils ne font pas attention parce que tout ce que le blanc cherche, avant de te faire du mal, c'est un prétexte. Je répète, tout ce que le blanc cherche avant de te faire du mal, c'est un prétexte. Je le dis pour la 3e fois. Tout ce que le blanc fait avant de te faire du mal, c'est un prétexte. Donne-lui le prétexte, tu vas voir. Et le prétexte, c'est quoi? Dans le cas de Draman Alassane Ouattara. Il faut tuer un Ivoirien qui va manifester dans les rues. Et puis les gens vont faire photo ou bien vidéo, et puis on va envoyer ça sur la toile, sur Twitter, et puis ça va arriver à la Maison Blanche. Tu vas voir. Je répète, Draman Ouattara et ses sbires là, qui pensent qu'on est en 2011,
alors qu'on est en 2025 et que à la Maison Blanche, ce n'est plus Obama, ce n'est plus le pingouin qui est parti là, comment il s'appelle oh. Vous savez comment j'aime pas les gens, j'oublie le nom. Le pingouin qui vient de Biden. C'est un gars qui s'appelle Donald Trump. C'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires. Lui, il veut faire les affaires avec l'Afrique. Et pour qu'il fasse des affaires avec l'Afrique, il faut que l'Afrique soit en paix. Il faut que les Africains soient bien posés chez eux et qu'ils soient aptes à discuter, bien échanger avec les gens qui veulent faire du business. Mais s'il y a des individus qui font en sorte que il va faire du business avec eux, mais les populations africaines, par rapport à la pauvreté, fuient l'Afrique pour venir remplir les États-Unis, il va régler ce problème-là, parce qu'il ne veut plus voir les Africains chez lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, Trump là, il est cartésien. Il dit, si les populations sont contentes, moi ça me va. Ils sont contents, ils restent chez eux. Ils ne sont pas contents, ils veulent venir chez moi. Donc, la personne qui va faire en sorte que les populations ne sont pas contentes et puis ils prennent l'avion pour venir chez moi, là, je vais régler son problème pour que les gens restent chez eux. Je vous le dis clairement parce qu'ils ne vont jamais vous dire ça sur leur plateau de télévision. Mais c'est ce qui est en train de se préparer minutieusement, clairement, et c'est ce qui va arriver. Voilà pourquoi l'AES s'est solidifié et les gens n'ont pas compris pourquoi les petits de l'AES sont aussi crac quand ils parlent, ils s'en foutent de quelqu'un. Ils disent, jusqu'à même le petit Traoré, Ibé a dit, moi je ne veux pas l'invitation de Trump. Hein. Moi je ne veux pas, j'ai des choses à faire dans mon pays. Je ne veux pas. Les gens n'ont pas fait attention à la symbolique de ce geste. Mais c'est le premier président africain qui a refusé l'invitation des États-Unis de façon officielle. Et puis Trump n'a rien dit. Ça l'a énervé, parce que lui, il s'en fout des Africains, mais ça l'a énervé qu'un petit pays discute pour dire, lui, il ne vient pas le voir. Pour lui, c'est un affront. Mais quelque part, quand il regarde les informations, quand on le brief, on dit, tous les populations de ce pays-là sont avec lui. Le gars, il supporte leur président. Et puis il regarde, il dit, bon, il y a moins en moins de Burkinabés qui viennent chez moi. Ok, tant pis, c'est pas grave. Parce que les Burkinabés, ils ont trouvé chez eux là-bas leur truc. Et il y a des Burkinabés qui partent tous les jours pour retrouver leur pays parce qu'ils ont du boulot là-bas, ils ont des choses, on les appelle. Donc, quelque part, moi, ça m'arrange en tant que Donald Trump. America first. Donc, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas grave, même s'il m'a manqué de respect, mais quelque part, voilà un gars, il s'occupe bien de son peuple, donc j'ai pas de problème avec lui. Voilà pourquoi l'AES, avec l'aide de Vladimir Poutine aussi, sur le plan de l'armement, les gars peuvent parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ont la force nécessaire pour pouvoir régler leurs problèmes de petits mercenaires, tout ça qui se cherche dans les déserts. Les gars, ils avancent et puis ils construisent, ils font leur truc. Ça là, Donald Trump, il est content. Poutine, il est content. Tous les gars là sont contents. Les seuls qui ne sont pas contents, c'est ceux qui avaient l'habitude de voler les matières premières la nuit, quand il y avait le désordre, et qui n'en ont plus, et aujourd'hui connaissent la crise. Et ceux-là, c'est qui? C'est les gouvernants français. Vous comprenez? Qui veulent forcément associer l'Europe à leurs problèmes en Afrique. Maintenant, quand ils parlent toujours la France et l'Europe, la France et l'Europe. Dans le langage, là, écoutez bien, vous allez voir. Il dit plus la France, il dit la France et l'Europe, la France et l'Europe. Il veut mettre l'Europe dedans. Alors que l'Europe, eux, la quasi-totalité n'ont pas de problème en Afrique. C'est que la France, l'Angleterre encore. Bon, ils n'agissent pas de la même façon. Vous voyez, non? Donc, on arrive à cette conclusion-là, que tous ces présidents français qui ont trahi les Africains aujourd'hui, depuis leur tombe là-bas, là, leurs esprits sont en train de voir leurs descendants en train de souffrir. Ils voient leurs descendants dans la tourmente. Et ça, c'est vraiment difficile à supporter de l'autre côté. Vous comprenez? Vous comprenez? Gadi Aline dit, j'espère que tu vas faire des capsules car je reprends le service, j'ai les boules. Mais là, faut enregistrer la vidéo en fait, comme ça tu pourras la regarder après, Gadi Aline. Vous voyez, non? Africain, à travers toute la géopolitique mondiale actuelle, que c'est prérogative. Exactement, exactement, ces opportunités pour se repositionner sur l'échiquier international. Merci beaucoup pour ton commentaire. Attendez, c'était où? Attendez, c'est qui a dit ça? C'est Olivier Oupo. Olivier Oupo, merci pour ce commentaire. Vraiment très judicieux. Il faut que les gens regardent ça. Il faut que les gens lisent ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et le politicien qui est intelligent aujourd'hui, qui veut le pouvoir en Côte d'Ivoire, il n'a pas le choix que de marcher dans la direction dont nous parlons aujourd'hui, là. La souveraineté. Il n'a pas le choix.
que d'affirmer et puis de l'appliquer. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de couper les accords coloniaux avec la France. Il n'a pas le choix. Le prochain qui veut venir dire que lui sera président de Côte d'Ivoire, bien la présidente de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas le choix que de faire ça. Parce qu'on ne peut pas développer un pays avec le contrôle d'un autre pays. Il faut que le cordon soit complètement coupé. Et si on doit faire des affaires, ce n'est pas sur la base des affaires de 1900 et de Gaulle. Ça là, c'est la chose la plus logique, la plus normale. En France, les gars ont commencé dans les préfectures à arracher les cartes de séjour à certains, à mettre des OQTF sur les gens n'importe comment. Ils ont essayé de faire peur à nous qui parlons sur les réseaux sociaux, machin truc, oui, on incite à la haine. Ils ont commencé à faire des choses pour nous déstabiliser, nous faire peur. Mais moi, je tiens à leur dire que plus ils font ça, plus les négociations avec l'Afrique seront compliquées pour eux demain. Parce que nous tous, on est prêts à rentrer chez nous tranquillement. Il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a aucun souci. On est prêt. Sous n'importe quelle circonstance. On est prêt. Mais, faut pas croire que, comme d'habitude, les gens, tu sais pas enregistrer. Partage sur ta page. Partage sur ta page. Et puis après, tu vas voir, il y aura 3 boutons. Tu vas cliquer dessus, on va te demander d'enregistrer. Tu vas cliquer, tu vas enregistrer. Il faut repartager sur ta page. Quand ça sera sur ta page, tu reviens dessus. Tu cliques sur les 3 boutons, tu vas voir, ça va te proposer d'enregistrer ou bien télécharger. Et tu mets, ça sera dans ton téléphone. Donc, je disais que aujourd'hui, les prochains présidents là, qui veulent venir diriger l'Afrique ou bien un pays africain, il n'a pas le choix que de rompre les accords coloniaux. Il n'a pas le choix. Parce que aucune population va accepter ça. Les bêtises de 1960 là, c'est ça qui va encore nous gérer en 2025? Non, c'est pas possible. Les ressources minières, les ressources, toutes sortes de ressources que nous avons, matières premières, agricoles, minières, minérales, énergétiques, tout ça, c'est nous, Africains, on doit gérer ça. Et nous-mêmes, on doit donner prix de tout ça. Et en plus, c'est pas un tout que d'avoir ça dans notre sous-sol. Il faut avoir les usines pour transformer tout ça. Donc, c'est à nous de créer des entreprises, de faire venir des usines, de les implanter et de transformer tout ce que nous avons comme richesse pour lui donner de la plus-value. Afin que quand on vend maintenant les choses qui ont la plus-value, eh ben, on a suffisamment d'argent pour pouvoir faire notre développement comme tous les pays du monde. Ça, là, ce n'est pas une demande, c'est un droit absolu. C'est un droit absolu. Et Macron, ni Sarkozy, ni Mitterrand, ni quoi peut nous dire le contraire. C'est impossible. Et ça, ce n'est pas insulter la France, c'est pas insulter les Français, c'est pas insulter... C'est quelque chose qui est tellement simple et clair qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire ça pour quelqu'un qui est sensé, intelligent, posé, qui a une vision pour son peuple et surtout qui aime son peuple. Donc, quand vous regardez les politiciens d'aujourd'hui, là, venir parler gros français, tourner autour du pot, dire que non, vous savez, on est indépendant, vous savez, on doit garder nos rapports avec la France, et machin, tout, c'est bullshit, c'est conneries. On discute avec tout le monde, au même pied d'égalité, mais on rompt tous les accords coloniaux cachés, secrets, là, au calme, et on repart sur de nouvelles bases. Tu veux, on est d'accord, on avance. Tu veux pas, va voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Donc voilà, pour venir sur cette histoire d'Afrique et d'avenir, est-ce qu'on peut faire des affaires avec des colonisateurs? Non, on ne peut pas faire d'affaires avec un colonisateur. On peut faire des affaires avec un pays tierce. Avec un pays tierce qui a envie de faire des affaires avec nous, sur des bases saines, claires, justes. Oui. Mais sur un colonisateur, ça veut dire que dans sa tête, là, nous, on lui appartient, non. Impossible. Voilà. Donc, aujourd'hui, si on veut bien voir le rapport de force avec des faits bien précis et des chiffres, pour que les gens puissent comprendre, et c'est sur ça que je vais chuter. Vous savez, l'Afrique, pourquoi les gens sont si empressés à nous diviser? Vous allez voir dans le désert là-bas, dans le Sahel, ils vont dire non, c'est les Touaregs qui ont affaire, qui sont massacrés par les Maliens. L'autre côté, ils vont dire non, c'est les Peuls qui sont massacrés par les Burkinabés. Non, les gens dans leur narratif, dans leurs journaux de merde, la France 24 et machin TV5 et tout ça,
Dans leur narratif, c'est toujours des peuples qui sont divisés. En Côte d'Ivoire, non, les gens du Nord contre les gens du Sud, les Bousmani contre les gars, dans leur façon de parler, toujours, ils parlent de division. Comme si en France, il n'y a pas des Normands, il n'y a pas des Bretons, il n'y a pas des Corses, il n'y a pas des Auvergnats, il n'y a pas des... C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils sont en France, hein, mais on ne va jamais dire, lui là, c'est un Breton, donc c'est pour ça qu'il pense comme ça, bien il parle comme ça. Lui là, non, mais chez nous en Afrique là, ils vont dire, oui, les Tutsis, les Hutus, ouais, les gens du Nord, les Djoula, contre les Bété, ouais, les Touaregs, contre les gens du Mali, ouais, les Peuls, contre les Mossi. C'est comme ça qu'ils parlent parce que dans leur tête, il faut toujours qu'on soit divisé. Il faut qu'il y ait la merde chez nous toujours. Et tout ça, c'est sur la base du mensonge parce que quand il y a le chaos, eux, ils mangent et eux, ils vivent. Ils volent, ils pillent, ils font tout ça. Vous comprenez, non? Donc, les gars, leur travail là, aujourd'hui, c'est de veiller à ce que cette division-là soit vraiment effective sur le terrain, qu'on se tape dessus, qu'on se frappe, qu'on se tue, qu'on s'entretue, qu'on fasse toutes sortes de choses. Et quand il y a le chaos, eux, ils viennent comme des pompiers et puis ils prennent, font semblant de séparer, ils prennent. Ils n'ont jamais développé un pays africain. Jamais. Ça n'a jamais arrivé. Ça n'existe pas. Donc, voilà ce qui est en train de se faire. Les Chinois font bien les affaires avec leurs colons. Non, qui est colon? Les Chinois font pas affaire avec leurs colons. Hein? Les Chinois font des affaires avec les hommes d'affaires. Colon, hein? Colon, quand tu viens, ça veut dire que tu viens en terrain conquis. Ou bien tu vois pas ce que je veux dire. Quand tu es colon, là, tu viens, puis maintenant tu décides, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu viens en tant qu'homme d'affaires, tu respectes leurs lois, tu n'es plus un colon. Tu es un homme d'affaires normal. Ah non! Les Chinois ne font pas des affaires avec des colons, aucun. Ils font des affaires avec des hommes d'affaires qui respectent leurs lois et qui marchent droit dans leur pays comme il faut marcher droit. Voilà. Donc on a fait un peu un petit calcul pour que si on doit créer une monnaie africaine, qu'est-ce qui va se passer? On dit que la monnaie est basée sur l'or. Généralement, c'est la leçon basique de cette histoire de monnaie. Et les USA, par exemple, tout leur dollar là, c'est basé sur un stock d'or de 8200 tonnes d'or. À Fort Knox. Il y a une ville qu'on appelle Fort Knox où ils ont un truc là-bas, souterrain, là, où ils gardent leur or qui garantit leur dollar. J'ai bien dit 8200 tonnes d'or. Maintenant, il y a un petit pays en Afrique là. Amantabro, comment ça va? Il y a un petit pays en Afrique qu'on appelle l'Ouganda. L'Ouganda. Le pays qu'on appelle l'Ouganda. Eux, ils ont 31 millions de tonnes d'or. L'Ouganda. J'ai dit États-Unis, 8200 tonnes d'or. Ouganda, 31 millions de tonnes d'or. C'est factuel, allez vérifier. Maintenant, je n'ai pas parlé de l'or qu'il y a en RDC. Je n'ai pas parlé de l'or qu'il y a au Mali. Je n'ai pas parlé de l'or qu'il y a au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Ghana, etc., au Cameroun, tous ces pays où il y a l'or là. Si tous ces pays-là prennent leur or là, puis ils mettent ensemble dans un coin, et puis ils disent qu'à partir de ce stock d'or, on fait une monnaie, automatiquement cette monnaie est la plus forte du monde entier. Cette monnaie devient la monnaie la plus forte du monde entier. Vous pensez que les gens ont envie de voir ça? Non, ils vont tout faire pour que l'Ouganda ne parle pas avec les autres pays africains et qu'il y ait des frictions, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait l'instabilité, afin qu'il n'y ait jamais d'union entre les Africains. Les gars, c'est leur travail, c'est leur truc à faire et c'est leur seule chance de pouvoir nous bloquer, nous empêcher de nous développer. Vous comprenez? Mais imaginons que ça se fasse et que tous les Africains se mettent ensemble et puis ils créent par exemple un truc avec 131 000 tonnes d'or. Ouais, non? À partir de là, automatiquement, il n'y a plus d'esclavage. Il n'y a plus de colonisation. Terminé. Parce que les gars vont commencer à nous respecter. Parce que les êtres humains, les nombreux êtres humains qu'il y a en Afrique, 1,5 milliard je crois, avec l'or, on pourra les payer s'ils travaillent. Et s'ils se mettent tous au travail, c'est leur travail qui va générer des richesses. Et ces richesses vont générer le développement. Et le développement va générer un bien-être qui va faire que beaucoup de gens dans le monde vont venir vers l'Afrique pour pouvoir trouver du boulot éventuellement, parce qu'il y en aura à gogo, on a tout à construire en Afrique. L'Afrique est un continent qui est vieux, mais tous les pays sont nouveaux.
Donc, il y a plein de choses. Donc, l'union entre tous ces pays-là, qui peuvent devenir un État fédéral, il y aura plus de frontières pour pouvoir traverser, pour faire nos commerces. Il y aura ce qu'on appelle les timbres, un seul timbre pour toute la confédération, qui va faire qu'il y aura l'argent qui va rentrer dans les caisses de cette confédération-là. Il y aura une seule politique étrangère, c'est-à-dire que tu vas aux États-Unis, tu as un passeport africain. Tu n'as pas un passeport burkinabé ou bien un truc. Non, non, non. Tu as un passeport africain qui est basé sur la confédération. Comme les États-Unis, là. Il y a des gens qui sont en Californie, ils sont au Texas, d'autres sont dans le Montana, d'autres sont je crois que c'est l'État de New York. Mais eux tous, ils ont un passeport américain. Mais dans leur papier, on a dit, oui, tu es né au Montana ou bien ceci, cela. Eh bien, chez nous aussi, on a un passeport comme ça. Mais à partir de là, vous allez voir que les gens vont commencer à nous respecter. Vous comprenez, non? Avec la politique étrangère. Aller sur l'Afrique. Je vous ai parlé de la monnaie de la fédération. On sera très fort. On pourra payer grassement nos employés, tous les gens qui travaillent. La défense. Il y aura une défense africaine avec du renseignement africain généralisé où aucun pays n'africain, si un pays a attaqué, tout le monde tombe sur lui. Les gens vont commencer à respecter parce que avant-hier, ils voulaient attaquer le Niger, le Mali et le Burkina se sont dit niet, les gars se sont bloqués. Imaginez maintenant, quelqu'un veut attaquer le Sénégal ou bien la Guinée, et puis tous les pays africains disent que si vous touchez à ces gens-là, nous on tombe sur vous. Affaire pliée. Vous comprenez? Et puis maintenant, il y a les lois. Les lois, il faut qu'on fasse des lois pour obliger tout pays africain à ne plus enlever fait partir leur matière première sans être traité sur l'Afrique d'abord. C'est-à-dire que c'est interdit de faire sortir le pétrole, toutes ces choses-là, le cacao, parce que tant que ça peut être transformé sur le territoire africain. Et à partir de là, maintenant, vous allez voir que les choses vont complètement changer et l'avenir de l'Afrique sera lumineux, fantastique, merveilleux. Et vous n'allez plus voir les jeunes Africains se battre pour aller se chercher en Europe, pour aller essayer de gagner leur vie ailleurs. Non, parce que tout sera sur place. On a un beau temps, un bon climat. On a toute la nature. On a tout ce qui est magnifique sur la terre en Afrique pour embellir et pour rendre vraiment, pour avoir une vie meilleure. Et en plus, on a nos valeurs africaines, même que nous allons mettre en valeur, qui vont faire que vraiment l'Afrique sera le paradis où les Américains eux-mêmes vont voyager pour venir rester chez nous. Tous les gens dans le monde entier vont venir vouloir vivre chez nous en Afrique parce que chez nous, on est cool, les gars. L'Africain, quand tu es en Afrique, là, vrai, on est cool. Le matin, on sait dire bonjour aux gens, on sait accueillir les gens. Il y a plein de choses, on a plein de valeurs que les gens n'ont pas et qui vont adorer rencontrer en Afrique. Donc, je vous dis, Ouattara, j'étais prévenu. En début d'année, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, tu ne vas pas faire ton discours de fin d'année, là, cette année, c'est fini, c'est mort. Et que tu vas partir. Tchoko Nanchaka, que tu le veuilles ou pas. Ton usurpation s'arrête en 2025. C'est terminé. Donc, il faut réfléchir à comment tu veux partir. Soit tu veux partir de manière peu honorable, soit tu veux partir de façon honorable, mais quelque part, tu vas aller te défendre aussi comme ton frère en griffe. Koudou Laurent Gbagbo s'est défendu devant les tribunaux. Il était accusé, il a été blanchi, il est sorti. Toi aussi, c'est ton tour. Si on t'accuse que tu es blanchi, tu sors, c'est bien. Mais si on te condamne aussi, tant pis. Je suis Boakwasi Aserifix. Peace.